Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG. Pas grand chose à signaler niveau mercato, par contre le club n'a pas attendu pour nous servir du divertissement et des dramas niveau vide groupe, infirmerie, puisqu'aujourd'hui on a eu droit à deux choses. D'abord le second vote, anonyme cette fois pour le capitaine, exceptionnel. Et le début des blessures avec Lee Kang-in qui est absent jusqu'à la prochaine trêve internationale au moins, comme l'a indiqué le club dans un point médical. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Niveau mercato, on s'embourbe un petit peu dans le dossier Randal Kolo Muani. De l'autre côté, Luis Campos, nous sommes le 22 août. Visiblement, entre deux pizzas à la factory, il préfère destituer Marquinhos du Capitana plutôt que de se concentrer sur sa fin de mercato. Donc tout ça donne une espèce de bouillie médiatique qui nous est servie depuis une semaine. Alors c'est vrai que la semaine dernière, on a bouclé pas mal de départs. Là, bon, dans ce sens-là, ça bouge plus beaucoup. Kurzawa est en train de jouer à Football Manager avec Ousmane Dembélé. Ekitike ne manque pas de prétendants. C'est fou, la liste des clubs qui s'intéressent à un joueur qui est quand même en perdition sur la dernière saison, même si bien sûr le potentiel est là. Malgré ça, il semble pas emballé à l'idée de quitter le club. Il a des destinations partout en Europe, de quasiment tous les championnats à part l'Espagne. Des clubs quand même... alors pas premier rang, mais qui sont un contexte très bon pour progresser quand tu es jeune. Bon bref, on y reviendra dans cette vidéo. Alors commençons par reprendre celle d'hier avec Luis Enrique, qui titularise pas Dembélé et Mbappé contre Toulouse samedi soir, alors qu'il nous dit en conférence de presse que Dembélé est prêt à démarrer le match, et à la fin il nous dit c'est à moi de décider si je titularise les joueurs ou non. Tout ça pour dire que, évidemment, je suis persuadé, je le répète dans mes vidéos, que Luis Enrique adore faire ce genre de choses, adore mettre Neymar, Verratti sur la touche, adore prendre son temps avec les deux autres. Pourquoi ? Parce que c'est le chef. C'est lui le guide du vestiaire, il a envie d'avoir un effectif derrière lui et être au-dessus des joueurs. Voilà, personne ne va le dépasser en matière d'ego. Lui en a un beau, Luis Enrique, un ego. Voilà. Mais en parallèle, aujourd'hui, on a l'élection du capitaine de manière anonyme. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, les joueurs ont visiblement voté à main levée, ont réélu Marquinhos. On a eu des bruits dans les médias comme quoi, au sein de la direction, on n'était pas content du leadership de Marquinhos, et donc aujourd'hui ça a conduit à un second vote, anonyme cette fois, qui a confirmé Marquinhos, donc un bel échec pour la direction, parce que c'est très clair, je pense que... J'y reviendrai après, je commencerai par Luis Enrique qui a donc accepté tout ça. Je pense pas que ce soit lui à l'initiative de ces votes, même s'il a dit qu'il l'a déjà fait dans ses autres équipes. Bon, d'un côté, on peut me dire, c'est bien d'avoir un capitaine qui est légitime auprès des joueurs, auprès du vestiaire. De l'autre, je dirais, le capitaine, c'est aussi un relais pour l'entraîneur. Et dans cette dimension-là, il faut que ce soit un joueur qui est sur la même longueur d'onde avec son boss, en fait. Il faut que les deux aient une super relation fusionnelle pour que l'entraîneur puisse dire ce qu'il a envie de dire sans mâcher ses mots à son capitaine, et pour que le capitaine retranscrive bien les consignes, les ordres de l'entraîneur auprès du vestiaire, voilà, pour éviter que le capitaine se retourne contre l'entraîneur. C'est vrai que pour Marquinhos, qui était sur le banc contre Lorient, qui visiblement est un peu remis en cause, alors le statut de titulaire, mais aussi le poste. Voilà, parce qu'il est aligné en seconde mi-temps, avec l'entrée d'Mbappé et Dembélé, plutôt défenseur très à droite, pas latéral à proprement dit, mais défenseur très à droite. Ça fait bizarre de dire ça, j'ai l'impression de parler de Marine Le Pen, alors que je parle de Bouclette. Mais bon, voilà, dans tous les cas, Luis Enrique, Marquinhos, l'osmose, je suis pas sûr que... Alors, de l'autre côté, c'est vrai que Marquinhos, c'est pas la plus grosse des personnalités. Je pense pas qu'il ait fait un caca nerveux de pas être titulaire contre Lorient, d'être un petit peu remis en cause. Bon, bref. Mais, dans les médias, ces derniers jours, on nous disait qu'au sein de la direction, on n'était pas convaincu du leadership de Marquinhos. Aujourd'hui, dans les médias, on nous expliquait que le premier vote a dérangé des joueurs cadres. Alors ça, c'est exceptionnel. C'est comme l'information en juin qui nous dit Mbappé, son interview à France Football, elle n'a pas plu à 6 joueurs qui l'ont fait savoir à Nasser, et sur les 6, il y a 2 recrues. Sachant qu'à l'époque, on avait signé 4 joueurs et que sur les 4, il y en avait 2 qui se mariaient, Asensio et Skriniar, donc tu pouvais facilement deviner que c'était Lucas Hernandez, proche d'Mbappé en équipe de France, et Manuel Ugarte, qui semble pas être une tête brûlée. Bon bref,
Ces informations me font rire parce que, encore une fois, tu peux procéder par élimination, mais quel cadre aujourd'hui a une voix qui porte dans le vestiaire? Kimpembe est à l'ouest depuis des mois, il est à l'infirmerie. Marco Verratti est aux oubliettes, il est au rayon des transferts. Donc en fait, tu viens très rapidement à la figure d'Mbappé. Voilà, d'Mbappé, pourquoi? Parce que pour moi, cette manœuvre, cette manigance qui, encore une fois, fait passer le club pour un cirque aux yeux du monde, c'est la réalité. Voilà, vous pourrez pas contredire ça. Tout est orchestré pour moi par Luis Campos. Luis Campos, pourquoi? Parce que pendant toute la saison, on a entendu des bruits comme quoi, 1, Luis Campos n'était pas convaincu par le capitaine Marquinhos, 2, a repoussé un petit peu la prolongation qui au final a été officielle, mais a été repoussée un peu toute la saison, et 3, du côté de Marquinhos, on a critiqué le mercato de Luis Campos, l'été dernier. On l'a critiqué. Rappelez-vous, après le match contre Monaco en février, Marquinhos faisait partie des joueurs qui se sont embrouillés avec le directeur sportif, conseiller sportif du club, et il faisait partie des joueurs vraiment qui critiquaient, qui n'étaient pas contents du mercato de Luis Campos. Donc tout ça, remis dans son contexte aujourd'hui, me fait penser que Luis Campos fait un peu tout pour destituer Marquinhos dans cette guéguerre qu'il a avec le joueur, mais aussi pour faire plaisir à Mbappé, parce qu'évidemment, si tu fais le truc anonyme, c'est pour tout mettre en œuvre afin de mettre Mbappé capitaine. Maintenant, c'est très lâche d'essayer de destituer, désavouer ton capitaine en utilisant les joueurs. C'est pas aux joueurs de désavouer, c'est pas au vestiaire de destituer un capitaine, voilà, c'est à la direction de trancher dans le vif, parce que derrière, ça peut faire des gros problèmes d'entente parmi les joueurs. Donc voilà, c'est pour ça que Luis Enrique, je le déresponsabilise un petit peu sur ce dossier, même s'il aurait pu avoir son mot à dire, s'opposer un petit peu, parce que pour moi, c'est très clair. Voilà, c'est Luis Campos, la direction. En plus, ça fuite dans la presse de manière grotesque, quoi. Enfin, tous les médias étaient au courant. On a eu l'information 4 heures après, avec le suspense, là, on a attendu pendant 4 heures, et ça y est, Marquinhos s'est conforté capitaine. Tu te dis tout ça pour ça, mais bon, bref, c'était un petit peu ridicule, voilà. Et je vous ai donné ma version des faits. Pour rester sur Marquinhos, Al Ittihad, donc club d'Arabie Saoudite, selon Fabrice Hawkins, s'y intéresse, mais lui n'est pas ouvert à un départ. Son frère a démenti sur Instagram dernièrement des rumeurs de départ. Évidemment, son frère, c'est pas le père de Neymar, hein, c'est quelqu'un qu'il faut écouter, je pense, en matière de démenti. Maintenant, Marquinhos, son départ, je suis pour si tu le remplaces. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si tu le fais partir sans le remplacer, ça me paraît juste. Danilo, Skriniar et Lucas Hernandez, qui est sujet à des blessures, ça me paraît juste. Aujourd'hui, il y a 3 joueurs pour le remplacer. Jean-Claire Todibo, qui semble être le plus facile à faire. Alors ici, la question, c'est de savoir si Manchester United a bouclé le deal. Je crois pas. Voilà, je crois que ça tenait aussi à Maguire. Alors, j'ai pas trop suivi, mais je crois que Todibo doit signer à United, mais c'est pas si avancé qu'on le pense, parce que ça dépend aussi du deal Maguire qui est embourbé, voire annulé, je crois. Donc Jean-Claire Todibo, d'un autre côté, est-ce que lui préférait signer au PSG plutôt qu'en Première Ligue? Ça, c'est toute la question. Maintenant, au niveau du prix, c'est intéressant, parce qu'on parle de 40 millions d'euros pour Nice, donc c'est plutôt pas mal, comparé au second joueur que je vais vous donner, Antonio Silva, très grand prospect du Benfica, qui aurait une clause à 100 millions, je crois. Donc là, tu es sur des standards beaucoup plus élevés. Tu as déjà mis 65 sur Gonzalo Ramos. Bon, je préfère mettre 40 sur Todibo que plus, en fait, que 40 sur Antonio Silva. Moi, j'aime bien Todibo dans sa manière de défendre, sa personnalité aussi avec ballon. Évidemment, les matchs comme Lorient et Toulouse, on va pas les avoir tout le temps. Et on sait très bien que pour juger une saison du PSG, le baromètre, c'est la Ligue des Champions. Ligue des Champions où les adversaires vont nous presser, où nos défenseurs auront beaucoup plus de travail à faire à la relance, et c'est pour ça que la capacité à dribbler sous pression, à porter le ballon, à faire des passes un petit peu entre les lignes, tout ça sont des caractéristiques du jeu de Todibo, me plaisent vraiment. Voilà, même si c'est vrai que c'est un défenseur qui a une marge de progression, n'est pas parfait, voilà. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu... tu fais partir Marquinhos pour Todibo,
allez, je valide. Alors après, le troisième, c'est évidemment Konaté de Liverpool, parce que le mec, t'as répété il y a un mois qu'il était attaché à l'Île-de-France et que revenir au PSG, ça pourrait s'envisager à un moment donné. Forcément, tout ça, ça fait plaisir. Et tu te dis, par rapport à un Colomoni qui te calcule en fin de mercato, une fois que le train Première Ligue est passé pour lui, Konaté, voilà, bon, lui, il est déjà en Première Ligue, mais parce qu'on s'est pas intéressé à lui quand il était encore à Leipzig ou Salzbourg, je sais plus. Mais dans tous les cas, Liverpool l'ont recruté pour 45 millions. Aujourd'hui, c'est difficile de le déloger quand même de là-bas pour moins de 60. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui se blesse beaucoup. Voilà, faut pas négliger ça. Mais ce profil de stopper avec, pareil, une grosse personnalité à la relance, pour porter le ballon, par exemple, j'adore. Voilà, Konaté, vraiment, c'est un des joueurs que j'adore. Et la charnière Konaté ou Upamecano en équipe de France, c'est assez dément de se dire, et j'espère qu'ils seront là à l'Euro prochain, qu'ils feront de bonnes performances et qu'ils ne feront pas de bourde, parce que voilà, sur le temps long, c'est vraiment des joueurs modernes et ultra complémentaires que j'adore. Lee Kang-in blessé, alors Lee Kang-in jusqu'à la trêve internationale de septembre, au moins, comme l'a précisé le club. Au moins, ça veut dire que ça peut être plus. Derrière, du 23 septembre au 8 octobre, il aura les Jeux Olympiques asiatiques. Alors vous me direz, ce sera peut-être pas jusqu'au 8 octobre, puisque si la Corée du Sud est éliminée prématurément, il reviendra. Le problème, c'est que de l'autre côté, on doit espérer que la Corée du Sud aille au bout du tournoi jusqu'au 8 octobre pour qu'il remporte les Jeux Olympiques, que derrière Lee Kang-in, du coup, soit exempté du gros service militaire, et qu'en janvier, du coup, il n'aille pas à la Coupe d'Asie, parce que s'il perd les Jeux Olympiques, il ira à la Coupe d'Asie en janvier pour avoir encore une chance, un crédit, pour éviter cette histoire de service militaire obligatoire en Corée. On rappelle que s'il remporte un de ces trophées, le service militaire qu'il aura à faire, c'est simplement 3 semaines, je crois, comme Heung-min Son l'a fait pendant le Covid. Donc c'est autre chose que le service militaire classique. Alors je crois qu'il dure pendant des mois. Donc c'est compliqué. Voilà. Donc il reviendrait le 8 octobre. Le 9 octobre jusqu'au 17, c'est trêve internationale à l'européenne, donc tu ne l'aurais encore pas jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'à Halloween, ce qui est compliqué en matière de calendrier. Maintenant, pour expliquer la blessure, qui est déjà sa seconde, alors bien sûr, quand tu vois son historique avant qu'il signe, qui n'était pas du tout alarmant, hein. Il s'est quasiment pas blessé de sa carrière et là il en enchaîne 2 en 2 mois. Bon, il y a quelque chose qui relève de l'irrationnel, quelque chose qui relève du staff médical peut-être aussi, mais je pense que là, je privilégierais la piste du joueur qui est arrivé et typiquement s'est mis une grosse pression, voilà, pour réussir au club, une pression qui s'est ressentie dans son organisme et qui aussi a un peu précipité, un petit peu mis en sur-régime son corps, parce qu'on rappelle que, alors il signe juste après la trêve de juin, et il reprend l'entraînement direct sans prendre de vacances. Alors ça fait plaisir l'implication et tout ça, mais pour le corps, c'est pas trop bon. Il se pète au final lors du premier match contre le Havre. Derrière, peut-être qu'il précipite un petit peu son retour pour jouer, même si je crois qu'il fait que rentrer, le match amical qu'on a mis exprès pour lui en Corée du Sud. Et au final, il te fait ces 2 matchs-là, se blesse. Bon, d'un côté c'est dommage, de l'autre c'est pas plus mal si le club se décide à recruter un milieu créatif, parce que sur les derniers jours, on entendait dire que Lee Kang-in serait notre milieu créatif cette saison, ce qui me mortifiait très clairement, parce que voilà, j'ai jamais été dans la hype qui s'est faite un peu sur les réseaux, sur des compilations. Évidemment, ce genre de vidéos mettent en avant que les gestes réussis par le joueur, pas les mouvements sans ballon, par exemple, hein, qui constituent 95% d'un match pour un joueur, pas la suite des actions. La plupart du temps, c'est des dribbles qui étaient un peu dans la densité au milieu de terrain, mais tu le voyais pas trop dans le dernier tiers, hein. Tout ça pour dire que au final, oui, quand il arrive dans le dernier tiers, c'est quelqu'un qui n'a pas un instinct très développé et qui a la tête un peu rivée sur le ballon, il la lève pas trop et au final, il fait peu de différence parce que le mec se blesse déjà. On pourrait le comparer à Verratti et Neymar, leurs blessures et tout ça, mais le problème c'est que les autres, quand ils se blessaient, ça changeait la face de l'équipe dans le mauvais sens du terme. Voilà, parce qu'il faisait des différences. Lui, il n'en a pas fait sur les 2 premiers matchs en fait. Verratti, quand il revenait de blessure, il changeait la face de l'équipe. Alors Neymar, lui, il lui fallait 4-5 matchs évidemment, parce que quand il revenait sur blessure, ces matchs
match immédiat de retour était souvent très très chiant parce qu'ils s'entêtaient à faire des dribbles incessants et tout le bordel. Mais bref. Donc tout ça pour dire que, ben voilà, Lee Kang-in, on espère que le club va se positionner quand même sur un milieu créatif parce que on pourrait nous dire aussi, peut-être que le club va se résoudre à ne pas vendre Verratti avec la blessure de Lee Kang-in et donc le réintégrer dès samedi contre Lens. Je l'espère, ce serait une très bonne nouvelle, mais au-delà de Verratti, je pense qu'on a quand même besoin d'un espèce de 8-10 qui connaît bien le dernier tiers, qui est capable de décocher des frappes de loin, de libérer le ballon dans la densité derrière la ligne de défense adverse. Ça, c'est très important, avoir des milieux qui sont capables de distribuer dans le dos des défenseurs adverses, parce qu'on en a très très peu. Hein. Celui qui le fait le mieux en ce début de saison, c'est Vitinha. C'est vous dire, c'est Petit Victor. Bref, qui l'année dernière manquait clairement de calcium. Et sur la préparation au Japon aussi, même si très bon match contre Toulouse, enfin, très bon, peut-être pas bon match contre Toulouse ce week-end pour lui. Bon bref, revenons un peu au mercato. Le deal Kolo Muani. Alors, le PSG, ça fait 48 heures qu'on attend une deuxième offre. Il y en a eu une première de 60 millions plus des bonus fin de semaine dernière. La deuxième, alors... elle est encore pas envoyée, visiblement. Le PSG tarde parce que on réfléchit au format, parce qu'on veut inclure Hugo Ekitike pour faire baisser la note. Le problème, c'est qu'Hugo Ekitike semble pas très chaud pour rejoindre Francfort. Alors ça, j'avoue, je comprends pas. Francfort, bah déjà, Kolo Muani, c'est l'exemple parfait du joueur français qui s'exporte et qui explose et qui, derrière, devient un top prospect. Mais il y a plein d'autres exemples de joueurs qui sont allés en Allemagne et qui ont explosé derrière. C'est un contexte qui est quand même favorable quand tu es jeune par rapport... déjà physiquement en fait. Physiquement, les entraînements, la rigueur, le fait que tu travailles ton développement de ta musculature, c'est encore plus prononcé ça pour Ekitike, c'est un vrai enjeu parce qu'il est assez mince. Ensuite, au niveau des matchs, bah, tu as du temps de jeu parce que les clubs te font confiance et tout ça, ils sont patients. La physionomie des matchs fait que lorsque tu es attaquant en Bundesliga, c'est plutôt agréable et pas plus facile de performer, mais ce que je veux dire, c'est que tu as beaucoup plus d'espace, beaucoup plus, le volume d'occasion est plus grand, voilà, pour faire des statistiques, donc forcément tu t'éclates plus facilement. Je comprends pas trop le fait qu'Ekitike ne veuille pas y aller. Alors ça discute avec le Milan AC d'un prêt sans option d'achat, ça je dis non tout de suite, voilà, sans option d'achat ça sert à rien. Il y a West Ham qui veut du coup un prêt avec option d'achat de 35 millions, ça ce serait vraiment un bon deal. Alors je sais pas si Hugo Ekitike veut la première ligne, mais dans tous les cas l'avantage de West Ham par rapport à Francfort, c'est qu'ils sont capables de prendre en charge son salaire. C'est là où peut-être qu'en fait c'est pas Hugo Ekitike qui veut pas Francfort, mais plus Francfort qui n'est pas capable de s'aligner sur les exigences salariales du joueur. Alors, bon, Riolo avait balancé ce fameux chiffre des 600 000 mensuels qui me paraît un peu gros. Je pense quand même qu'Hugo Ekitike tourne à 4-5 millions par an. Ce qui n'est pas rien pour un jeune prospect. Par exemple, le Milan AC, impossible qu'il donne ce genre de salaire à Ekitike, quoi. Sachant que c'est ce qu'ils ont donné à Raphaël Leao pour sa prolongation jusqu'en 2028, quoi. Par contre, West Ham, ça ne les dérange pas. Francfort, c'est plus compliqué, quoi. C'est plus compliqué parce que derrière, les mecs, ils réfléchissent aussi à la revente. C'est tout de suite moins facile de revendre un joueur qui coûterait beaucoup plus cher à l'acheteur en matière de salaire qu'un mec qui évolue, voilà, à 100, 150 000 euros par mois, quoi. Et qui, du coup, quintuplerait son salaire à la revente. Alors que Hugo Ekitike, s'il le double, c'est... Enfin là, on est complètement dans l'utopie d'un Hugo Ekitike qui perce complètement en Bundesliga, qui finit meilleur buteur, quoi. Bon, bref. Voilà. Bon. Ekitike, je l'aime bien, j'ai bien aimé sa préparation. Luis Enrique semble l'apprécier aussi parce qu'il le convoque, même s'il ne le fait pas beaucoup jouer. Et je pense qu'il le convoque plus parce que, justement, on attend des recrutements dans ce secteur, et du coup, lorsque les recrutements seront faits, je ne sais pas si Ekitike le convoquera. Je me demande si ce ne serait pas du coup l'inverse, si Enrique arrêterait de le convoquer une fois qu'on aura fait Kolo Muani, Barcola ou un autre. Bref. Le problème, c'est que le deal Kolo Muani, je suis assez sceptique en fait. C'est comme Bernardo Silva. Tout fuite dans la presse, et je me dis, plus ça fuite, moins ça a de chance d'aboutir, dans le sens où Francfort n'a aucun intérêt financier à vendre Kolo Muani, leurs comptes vont bien. Plus le temps passe, plus Francfort vont peiner à trouver un remplaçant, donc
pour nous, ça sent pas bon. Et les deux clubs, en fait, n'ont aucun intérêt à faire filtrer le détail des offres et tout ça avant que le transfert soit bouclé, parce que ça pourrait mettre en péril l'issue du dossier, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je suis assez sceptique. C'est dommage, parce que d'un point de vue profil et tout ça, je suis assez enthousiasmé par Kolo Muani, et j'espère vraiment qu'on va le faire. J'espère vraiment me tromper. Voilà, j'espère vraiment être un peu chat noir, enfin, pas chat noir, mais me tromper, tout simplement, pour le club, et qu'au final, on boucle le joueur, voilà. Même si, vraiment, je repense à sa déclaration début juin où il disait c'est cool le PSG quand tu viens d'Île-de-France et tout ça, mais honnêtement, qui ne rêve pas de la première ligue? Et tout le monde sait que le joueur voulait absolument l'Angleterre, et au final, il te calcule une fois que les clubs anglais se sont positionnés sur Ojlund par exemple pour Manchester United. Ça, c'est quelque chose, voilà, qui me reste en travers de la gorge avec le joueur, comme le fait qu'il était libre l'année dernière pour au final le recruter à prix d'or cette année, parce que je pense que dans tous les cas, le deal, s'il se fait, ce sera surcoté complètement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la réalité du marché, il va falloir s'y faire, tout simplement. Bon, voilà. Griezmann, alors, il n'y a rien du tout entre Griezmann et le PSG, mais hier, les supporters, en manque d'informations, en ont inventé une, voilà, en nous disant Griezmann au PSG, rumeur machin chouette. Alors, il n'y a rien du tout, hein, mais il y a une clause de 25 millions d'euros pour le libérer de son contrat à l'Atlético. Même si derrière, tu aurais quand même un giga salaire, c'est vrai que c'est une opportunité. Et pour parler très honnêtement, bah, en fait, quand je vous parlais du 8-10, qui sait se projeter, qui fait les efforts à la perte, qui est très bon entre les lignes, qui est capable de servir ses partenaires autant que finir les actions, voilà, t'es sur le profil parfait, quoi. Même si tu peux te dire 32 ans, fan de l'OM, et surtout, enfin, je vois pas du tout Griezmann déjà quitter l'Espagne. Ça me paraît être quand même un joueur très hispanophone. Et surtout venir à Paris, où il retrouverait Mbappé, qui en équipe de France lui a pris le capitanat, lui a pris les coups de pied arrêtés. Donc voilà, Griezmann, alors c'est pas que les deux s'aiment pas, je pense pas, mais voilà, Griezmann a aussi un peu un ego, déjà qu'il fait le lieutenant de Mbappé en équipe de France, je suis pas sûr qu'il accepte en plus de le faire au PSG. Donc voilà un petit peu mon avis. C'est complètement utopique, quoi. C'est comme Florian Wirtz. Il y a des gros problèmes d'objectivité, évidemment, chez les supporters du PSG. Mais ça, c'est pas nouveau. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement. Peut-être pas demain pour parler, on l'espère, de nouvelles informations. Parce que là, c'est le calme plat, quoi. C'est un peu chiant. Ciao les amis. Prenez soin de vous.